Bonjour et bienvenue sur Perron TV. Nous sommes ravis de recevoir Violette Giton, réalisatrice de cinéma et engagée au sein de l'association Les Turbulentes, avec laquelle notre collège travaille pour le dispositif écrit et réalise ta série. Bonjour Violette. Bonjour. Lors de cette interview, on évoquera 3 sujets. Votre parcours et votre quotidien d'auteur, réalisatrice de cinéma et coach pour enfants, les inégalités genrées dans le monde du cinéma, avant de terminer par le monde idéal pour les femmes dans le cinéma en 2100. Tu es aujourd'hui une réalisatrice connue avec ton court-métrage Ce qui appartient à César. Quel a été ton parcours avant de réaliser ce court-métrage ? Donc moi, je suis née à Rennes, en Bretagne. J'habite à Paris maintenant, mais que depuis mes études supérieures. Donc j'ai fait jusqu'à mon bac, j'étais à Rennes et j'ai commencé à m'intéresser au cinéma là-bas. J'ai toujours écrit beaucoup d'histoires, même quand j'étais petite, en primaire, collège, lycée, j'écrivais beaucoup d'histoires qui restaient sur les ordis de mes parents ou dans des cahiers. Et puis à un moment, j'ai compris en fait qu'on pouvait fabriquer des films, qu'ils ne tombaient pas du ciel déjà fabriqués et qu'il y avait des gens dont c'était le métier de fabriquer, de diriger, de tourner quoi, des films. Et je me suis dit que j'avais envie d'en savoir plus, d'essayer. Et donc, j'ai commencé à fabriquer des films avec mes potes, un peu soit avec nos téléphones, soit avec des petites caméras, avec comme on pouvait, quoi, les moyens du bord. Et petit à petit, ça a pris un peu d'ampleur. J'ai compris comment ça marchait. Et ça a donné lieu à des courts-métrages un peu plus professionnels, avec un peu plus d'argent et qui prenaient un peu plus de temps, jusqu'à Ce qui appartient à César, du coup, mon dernier court-métrage. Pourquoi ce métier et pas un autre ? À quel âge as-tu décidé de devenir réalisatrice de cinéma en rêvais-tu enfant ? Du coup, ça se recoupe un peu avec ce que j'ai dit là. Je pense que j'en ai jamais trop rêvé. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'en rêve vraiment aujourd'hui. Et même, j'ai encore vraiment du mal à dire. Je trouve que c'est super dur de dire je suis réalisatrice. Enfin, j'ai toujours l'impression que ça fait hyper prétentieux ou que c'est faux ou autre. Parce qu'en fait, t'es pas réalisatrice tout le temps. Enfin... pour moi, être réalisateur ou réalisatrice, c'est quand tu es sur le plateau et vraiment là, tu réalises ton film. Mais en fait, ça arrive peut-être une fois tous les 3, 4, 5 ans. Et du coup, il y a plein de moments où je suis pas réalisatrice, où là, par exemple, je suis intervenante à série, ou alors je suis en train d'écrire, je galère à écrire, ou je suis coach. Et donc, ça fait partie de mes métiers. Et je crois que c'est comme ça que j'ai envie de continuer à l'être. Je pense que c'est un peu risqué de se dire que réalisateur ou réalisatrice, c'est une identité, quoi, et qu'on peut être que ça. À quoi ressemble le quotidien d'une auteure-réalisatrice de cinéma ? Et ben voilà, par exemple, justement, c'est un quotidien quand même qui ressemble à plein d'autres, enfin, qui n'est pas vraiment particulier, qui est même assez compliqué dans le sens plus précaire que peut-être on l'imagine. C'est-à-dire que je ne suis pas embauchée par une boîte, donc j'ai pas de salaire fixe, j'ai pas d'emploi fixe. Donc on gagne pas beaucoup d'argent, on est intermittent. Moi je suis intermittente par exemple, mais au plus bas niveau. Donc ça fait 5 ans que je suis intermittente et là je viens juste de dépasser le SMIC. Donc c'est pour vous dire quand même, c'est en termes de sous, c'est pas grandiose quoi. Et je travaille chez moi. J'ai pas d'horaire de bureau, j'ai pas de bureau. Ça demande vachement de discipline quand même. Et du coup, t'es ton propre patron un peu et ça c'est bien, mais c'est pas toujours évident comme mode de vie. Et plutôt, ce qui détermine un peu les grandes phases de ma vie, ça va être est-ce que je suis en écriture, est-ce que je suis en demande, en recherche de financement, en casting, en tournage, en post-production. Ça va être du coup des rythmes de vie différents. Mais tout change tout le temps, il y a très peu de régularité. Sur les plateaux, tu agis aussi comme coach enfant. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce métier ? Ouais, moi j'aime pas trop dire coach enfant. Je dis coach enfant parce que c'est plus rapide et c'est comme ça que le métier est un peu est expliqué. Mais moi je préfère appeler ça assistante à la production, à la protection et à la direction des enfants.
pour bien montrer que... En fait, coach, je trouve, ça fait vraiment cheerleader derrière eux, en mode allez, alors que c'est pas ça. Moi, je sers à... Mon travail, c'est de protéger l'enfant à la fois physiquement sur les plateaux ou dans les scènes qu'il va faire, et à la fois psychologiquement, moralement, de ce qui va lui être demandé, de l'impact que peut avoir un tournage dans la vie d'un enfant, des autres personnes qui pourraient être malveillantes envers lui ou des abus qu'il peut y avoir dans le cinéma ou sur les plateaux. Ça, c'est la première partie la plus importante. Et la deuxième, c'est assistante à la direction. Donc, je vais vraiment avoir une expertise pour diriger les enfants, puisqu'on ne les dirige pas pareil que les adultes. Et pour amener l'enfant à jouer de la colère, des rires, des pleurs, toute autre émotion. Ma méthode, c'est surtout en essayant de ne pas engager ses propres souvenirs, ses propres émotions. Je ne vais pas aller lui dire « là, il faut que tu pleures, pense à ton chien écrasé sur la route », par exemple. Ça, j'évite de faire. Et donc, mais c'est quelque chose qui est beaucoup fait. Utiliser les vraies émotions des enfants dans la direction. Et moi, j'essaye de trouver des techniques et de passer outre ça. Passons à la deuxième partie de notre interview qui est les inégalités au cinéma. Quelles sont pour vous les inégalités les plus criantes au cinéma ? Eh ben, je voulais avoir des vrais chiffres, donc j'ai noté des petits trucs. Ça, c'est issu d'une étude du collectif 50-50, qui est un collectif qui veille et qui fait des statistiques à partir des données du cinéma de ces dernières années. Et donc, par exemple, entre 2015 et 2024, parmi tous les films français réalisés, il n'y a que 29% de femmes qui sont réalisatrices. Donc ça, c'est extrêmement criant. Et parmi ces 29% de femmes, en fait, il faut se dire que les femmes font moins de films, elles font les films qui sont les moins chers. Il y a un écart énorme de budget entre les budgets qui sont donnés, qui sont alloués aux films réalisés par des femmes et ceux réalisés par des hommes. Et du coup, même quand on écrit, moi je le sens aussi, comme on n'est pas habitué à avoir des gros montants, et ben même au moment d'écrire, on va écrire des scènes qui sont moins chères, des films plus petits. On va moins imaginer, par exemple, de la science-fiction. Luc Besson, il va avoir des centaines de millions d'euros pour faire un truc monumental de science-fiction. Et une femme, jamais elle aurait l'audace et surtout la capacité de s'imaginer écrire ça, quoi, et d'imaginer qu'on va lui donner autant d'argent. Donc ça, je le sens très fort. Et ensuite, dans les films, même au sein des films, on voit que les représentations des femmes, en fait, bougent, mais pas encore assez. Et d'ailleurs, c'est pareil avec les enfants. Je trouve que dans les rôles d'enfants, il y a aussi beaucoup de soucis On sent que les femmes et les enfants pâtissent de ne pas avoir assez de place dans le cinéma et qu'on les écoute assez. Et au sein même des personnages qu'ils incarnent, ça se sent. On a vu que la répartition des rôles sur un plateau de tournage était très genrée. Comment expliques-tu cela ? Est-ce que cette distribution genrée des rôles a des incidences sur les films réalisés ? Oui, parce que de toute façon, c'est un système du coup qui recoupe un peu ce que je viens d'expliquer sur ce qui se voit dans les films. Et moi, je le vois par exemple en termes de coach enfant. Déjà, c'est un métier qui n'existe pas encore vraiment. Mais alors, des hommes coach enfant, c'est extrêmement rare. J'en connais de nom 2, quoi. Et à votre avis, pourquoi c'est rare ? Parce que s'occuper des enfants, protéger les enfants, accompagner les enfants, ça va être des qualités qu'on attribue généralement aux femmes, et donc ça paraît inadmissible ou ça paraît vraiment lointain qu'un homme fasse ce travail-là. Et donc c'est pas mal. Il y a de la place du coup pour travailler. C'est un poste qui valorise l'emploi de femmes, mais en fait, du coup, ça s'enferme dans le stéréotype qu'il n'y a que les femmes qui sont capables de faire ça, alors que pas du tout. As-tu déjà reçu des remarques sexistes ? As-tu eu l'impression qu'on aurait jugé différemment votre travail si vous aviez été un homme ? Oui, bien sûr. Mais on s'y fait petit à petit, et on s'y fait pas en se résignant, mais moi, j'essaye de transformer ça un peu
en colère ou en lutte, enfin, en un moteur pour justement s'en défaire et lutter, quoi. Et militer pour qu'on ait plus de place. Et notamment pour mon court-métrage, Ce qui appartient à César, qui vraiment parlait de masculinité et justement de ces thèmes-là. J'ai vraiment ressenti à plein de moments qu'on donnait l'argent, on m'a dit, bon bah, on vous donne l'argent pour faire ce film, on vous soutient parce que vraiment il est bien. Il est bien surtout parce qu'il parle de violences sexuelles vécues par des femmes, mais du point de vue de garçons. Et que nous, on est intéressés par ce point de vue parce que le côté violence sexuelle vécue par des femmes, ça, et racontée par des femmes, ça, on l'a trop eu. On en a marre, en gros, des histoires d'agression racontées par les victimes. Nous, on veut un autre regard. Et c'est terrible, en fait, de dire ça. Enfin, je sais que c'est un film où j'ai vraiment constaté ce que les gens, et notamment les financeurs ou les spectateurs, voulaient voir dans ce film, quoi. Et qu'ils étaient contents que pour une fois, une femme adopte le point de vue d'un garçon, des hommes. Ça m'a appris à prendre l'argent, mais à pas, à continuer à faire avec ce que je voulais faire, quoi. Tu nous as accompagnés pour l'écriture des scénarios de nos séries. Lors de ces ateliers, as-tu veillé à ce que nos séries ne véhiculent pas de stéréotypes et laissent une pleine part aux personnages féminins? Oui, quand même. J'aurais aimé qu'on ait un peu plus de temps pour aborder avec vous le test de Bechdel et d'autres tests qui permettent de réfléchir à la place des femmes dans les récits. Mais je trouve que vous étiez quand même très au taquet là-dessus et que j'ai pas eu tant que ça à... En fait, voilà, j'ai trouvé ça super que ça vienne aussi beaucoup de vous et que dès qu'il y avait une remarque qui était faite, vous étiez tout à fait capable de rebondir et ça, c'est précieux, faut garder ça. Passons à la dernière partie de notre interview qui s'intitule Le monde idéal. Que pouvons-nous faire pour réduire les inégalités de genre dans le cinéma? Je pense ce qu'on fait là déjà, en parler pas seulement dans la bouche des grands dirigeants ou autres, que même les spectateurs en fait s'emparent des sujets. Et je pense que c'est un peu la même chose avec la question qui me tient vraiment à cœur de la place des enfants dans l'industrie du cinéma et dans les films. Moi, je trouve ça très important de sensibiliser à leurs questions et au métier de coach enfant pour justement que les gens qui voient les films, les spectateurs, en fait, soient au courant de ce qu'il y a derrière et réfléchissent et qu'on voit pas juste le film comme un produit fini qui n'appartient à personne, qui a été fabriqué par personne. Et je trouve que il y a vraiment l'idée que le cinéma est accessible, tout à fait à portée de jugement, de critique, etc. Et pas seulement les films, aussi la manière dont les films sont fabriqués. Je pense que c'est ça la clé, de plus regarder comment les films sont fabriqués. D'après toi, est-ce qu'il y aura encore des inégalités de genre au cinéma en 2100? J'espère pas, mais je serai pas là pour vérifier, je pense. Mais j'espère pas, mais j'ai du mal à y croire, j'avoue, si je suis honnête, faut voir. Ça dépend comment là ça avance dans les prochaines années, mais j'espère que ce sera un peu des mauvais souvenirs, quoi. À quoi ressemblerait le monde idéal dépourvu d'inégalités de genre au cinéma en 2100? Je pense déjà que moi j'ai trop hâte de voir des énormes blockbusters justement à plusieurs millions où c'est réalisé par des femmes et plus des hommes. J'ai hâte de voir des femmes gagner plus de prix à Cannes, au César, aux Oscars et d'avoir de nouveaux modèles en fait et de voir pour une fois des hommes en minorité sur des sélections, sur des plateaux. Ça, ce serait... ça ferait du bien. Et puis, parce que je pense que l'égalité de genre va et doit aussi peut-être passer par un moment où on inverse un petit peu les rôles, quoi. Voilà. Merci de nous avoir accordé votre temps, Violette, et à bientôt. Merci.